Étienne explique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va étudier un exercice tiré des euros de Polytechnique où l'on va étudier en fait c'est l'explosion d'un feu d'artifice. Donc on va considérer que ce feu d'artifice va exploser de manière uniforme, c'est-à-dire qu'il va projeter des étincelles dans toutes les directions de l'espace, donc sous la forme d'une sphère quoi. Et l'idée ça va être de montrer justement que ces étincelles émises à l'instant initial vont à tout instant former une sphère dans l'espace. Et ensuite il y aura une deuxième question où l'on va essayer de déterminer la taille du cercle créé par les étincelles au niveau du sol, donc la taille maximale de ce cercle. Je vous invite à mettre pause si vous voulez chercher l'exercice, et sinon on va commencer tout de suite la correction. Donc dans les problèmes un peu ouverts comme ça, c'est toujours un peu dur de savoir par où commencer, quelle force prendre en compte, quelle force négliger, mais ce qu'il faut se dire c'est que c'est un exodoral, donc dans les exodoraux, n'hésitez pas à toujours commencer du plus simple jusqu'à aller au plus compliqué. Par exemple, là, on pourrait négliger ou pas les frottements, négliger ou pas le poids. On pourrait aussi se poser la question de sous quelle forme on prend les frottements. Est-ce qu'on prend des frottements quadratiques ou linéaires en fonction de la vitesse? Donc ça, c'est plein d'interrogations. Mais pour savoir où partir, commencez toujours par le plus simple. Et si l'examinateur veut que vous fassiez quelque chose de plus compliqué, il vous le dira. C'est pour ça que c'est intéressant de vraiment partir toujours du plus simple. Surtout que parfois, ça vous donne des idées pour la suite. Au niveau des calculs, au niveau des approximations, c'est toujours très intéressant de commencer toujours comme ça. Donc déjà, tout d'abord, avant d'étudier quelle force on va négliger, quelle force on va pas négliger, on va introduire le système en mécanique et le référentiel. Ça, c'est hyper important de toujours faire ça parce que pour appliquer le principe fondamental de la dynamique, on a besoin de savoir qu'on est dans un référentiel galiléen. Donc même si c'est toujours la même chose, même si c'est pas très intéressant à écrire, il faut toujours l'écrire parce que ça permet de définir le cadre du problème et c'est des questions en fait qui vont valoir des points pour savoir à quel point vous êtes rigoureux dans ce que vous faites. Donc pour le système, pour l'instant, je vais pas le définir tout de suite parce qu'on ne sait pas si on va regarder une étincelle ou l'ensemble des étincelles, mais on peut déjà définir le référentiel. On va prendre ici le référentiel terrestre supposé galiléen pour pouvoir justement appliquer le PFD. Donc dans un premier temps, on va faire l'approximation la plus simple qui va être assez facile à gérer. On va négliger le poids et les frottements. Donc ici, en fait, toutes les étincelles vont être soumises à aucune force. Et vu qu'on a une émission uniforme des étincelles, on se rend bien compte que forcément ça va faire une sphère parce que le problème est symétrique suivant toutes les dimensions. C'est-à-dire que si je place la hauteur du feu d'artifice h comme ça, qu'on ait une vitesse initiale v0 comme ça. Donc ça, ce sera pour une étincelle particulière, elle aura cette vitesse V0 comme ça, et l'autre, elle aura une vitesse V0, donc toujours, en soi, c'est pas le même vecteur, mais il a la même norme, c'est ça qu'on veut savoir, donc ça va être V0'. En fait, on peut toujours se ramener à l'autre en effectuant une translation, et les forces qui vont s'exercer sur ce système vont toujours être les mêmes, parce que là, il n'y en a aucune. Donc on va pouvoir toujours se ramener à la même situation, même si on avait un vecteur V0', comme ça, on aurait pu se ramener à ce vecteur V0, parce qu'il n'y a pas de force qui s'exerce, il suffit de faire des rotations et on n'a aucun problème à se ramener à la même situation. Donc si le comportement des étincelles est le même dans n'importe quelle direction, étant donné les conditions initiales qui nous disent une émission uniforme, on sent bien qu'on va avoir une sphère tout du long. Donc il n'y a pas forcément besoin de détailler plus ce problème-là, c'est bien de commencer par ça pour dire maintenant on va voir si on rajoute le poids, est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Et spoiler, ça va être oui. Maintenant, dans le cas où on prend en compte le poids, et l'on néglige les frottements, on va avoir des symétries différentes. Parce que, ici, le poids, donc je vais passer directement suivant un axe EZ comme ça, et on va avoir pareil notre émission de feu d'artifice à une hauteur H. Je vais le mettre ici. Donc on voit que quand on a G, les situations vont être différentes en fait. On va pas avoir exactement les mêmes choses, mais on va déjà se passer dans un cas simplifié où on regarde des situations qui sont pareilles en fonction de G. Parce que, en fait, G, il est compris dans un plan, mais il y a beaucoup de plans qui contiennent G. Et donc peu importe qu'on tourne autour de cet axe, si on regarde un point M dans ce plan-là, il va être soumis à la même force pour G que le point M dans ce plan-là. Donc en fait, il y a une invariance en fonction des plans. Donc si on tourne autour de l'axe EZ. Donc ça nous permet déjà de simplifier la situation et de se placer dans un plan. Donc toutes ces questions de symétrie, c'est hyper important, surtout dans les problèmes où on ne vous donne pas exactement quel référentiel on prend, quelle situation initiale on prend. C'est hyper important de faire cette étude de symétrie et d'invariance pour pouvoir justement simplifier votre problème. Surtout quand on est à l'oral. À l'écrit, c'est pas forcément la peine, mais à l'oral, justement, ça montre que vous avez bien compris ce que vous faites et pourquoi vous faites ces simplifications-là. Maintenant qu'on a dit qu'on se passait dans un plan, il y a quand même des choses qui vont changer en fonction de la vitesse
V0, donc là je regarde une particule qui a une certaine vitesse V0. Donc toute vitesse V0, on va pouvoir la repérer avec un angle θ ici, parce qu'il y en a dans tous les sens. Vu qu'on a dit qu'on a une émission uniforme, on va voir aussi le V0' ici. Donc dans tout l'espace, en fait, on a une projection circulaire de vitesse ici. Et là où ça change, pour une certaine particule, elle va être soumise à des conditions initiales de cette vitesse-là et à G. Et donc, suivant l'angle θ, V0 et G ne sont pas alignés de la même façon. Donc on ne peut pas simplifier la situation. Donc il va falloir considérer chaque étincelle en fonction de son angle θ dans le plan là. Par contre après, si on a traité la situation dans ce plan là, on peut par invariance, par rotation autour de l'axe Z, avoir la totalité du programme. Du coup, grâce à ces invariances, au lieu de montrer que les étincelles forment en 3D une sphère, il suffit de montrer que dans ce plan là, elles forment un cercle, et par invariance par rotation autour de l'axe Z, on n'aura que les étincelles forment une sphère dans l'espace. Maintenant, pour montrer que les étincelles forment un cercle à tout instant t, ce qu'on va utiliser, c'est une équation cartésienne du cercle. Donc là, on a un axe Z, et on va introduire aussi un axe X. Et ce qu'on va faire, c'est pour montrer que ces particules forment un cercle, il suffirait de montrer que donc Z carré plus X carré est égal à R carré. Donc ça, c'est l'équation d'un cercle qui est centré sur 0, 0. Nous, là, vu qu'on part d'une situation avec une certaine hauteur h, on s'imagine bien que le cercle ne va pas être centré sur 0, 0. Donc l'équation d'un cercle pas centré sur 0, 0, c'est ZC, Z moins ZC au carré plus X moins XC au carré qui est égal à R carré, avec XC et ZC, l'abscisse est l'ordonnée du centre du cercle qu'on étudie ici. Et R son rayon, bien sûr. Donc on va essayer de montrer qu'on a cette équation-là. Donc pour ça, on va traiter une particule avec un angle θ en particulier, et montrer que son X et son Z, en fonction du temps, peuvent vérifier une équation de cercle sans dépendance en θ. Comme ça, on aura montré que cette étincelle-là vérifie une équation du cercle, et vu qu'on a pris un θ quelconque, on aura montré que toute étincelle vérifie cette équation du cercle, donc on a bien un cercle à un t donné. Ce que l'uniformité du mouvement nous donne, c'est que la norme de V0 est toujours la même, peu importe quel θ. Donc la norme de V0 est égale à V0 pour tout θ. C'est ça ce que nous donne l'uniformité du mouvement. Du coup on est parti pour trouver X et Z. On sait qu'on va devoir utiliser le principe fondamental de la dynamique et intégrer nos relations jusqu'à obtenir Z et X en projetant sur les axes. Donc pour appliquer le PFD, il faut toujours faire un bilan d'effort, ça permet d'être très clair sur sa rédaction. Donc vous pouvez noter BDF. En général, notez plutôt bilan d'effort, comme vous êtes sur une copie. Après, vous pouvez mettre l'abréviation entre parenthèses et la réutiliser si vous utilisez une seconde fois. Mais c'est toujours mieux de ne pas utiliser d'abréviation dans les copies. Du coup, les forces qui s'exercent ici, on a dit qu'on prenait en compte que le poids, on négligeait les frottements. Donc on a bien mg. Vu qu'on est dans un référentiel galiléen, on peut appliquer le PFD. Donc on a ma. Donc ici, m c'est la masse d'une étincelle. Et donc on a ma qui est égal à mg. On peut simplifier les masses, tout simplement. Du coup, A est égal à J. Donc on revient à l'exo hyper classique qu'il faut connaître par cœur de l'équation d'une trajectoire dans un champ de pesanteur uniforme. Donc là, je vais vous donner une astuce qui, pour moi, est beaucoup plus pratique. Au lieu d'intégrer en projetant sur les coordonnées, intégrer directement vectoriellement. Parce que ça marche pareil, vous pouvez faire une démonstration très simple que l'intégrale vectorielle fonctionne comme l'intégrale scalaire. Donc du coup, quand on intègre la vitesse, on a V est égal à G fois T, plus une constante d'intégration vectorielle ici, donc je vais mettre un A. Mais ce qu'on sait, c'est que V à l'instant 0, en appliquant cette formule, on va avoir G fois 0, donc il va juste rester A. Et on sait aussi par les conditions initiales que notre V0, c'est V0 en vecteur. Et donc A est égal à V0, du coup V, en fonction du temps, c'est égal à GT plus V0. Donc après ça, j'ai des tailles, mais en soi, vous pouvez passer directement à là en faisant l'intégration, il n'y a aucun problème, c'est totalement valide. Ensuite, on intègre une deuxième fois, donc intégration de la vitesse, c'est la position, donc on a OM qui est égal à GT carré sur 2, parce que quand on dérive t carré, il y a un 2 qui sort et on obtient bien GT, tout va bien. Et là, du coup, on a V0
fois t. Et plus une constante d'intégration vectorielle aussi. Donc pareil, là vous pouvez mettre directement que ça va être OM0, donc la OM de la position initiale, parce que à t égale 0, c'est de l'aval 0. Mais là je détaille, comme ça tout est clair. Donc OM à t égale 0, ça vaut B, et ça vaut aussi OM0. Et donc là, vu qu'on a placé notre paire tel que l'explosion ait lieu à une hauteur h et à une abscisse qui vaut 0, bah on a tout simplement OM0 qui vaut HEZ. Donc OM tout court, c'est égal à GT sur 2 plus V0 T plus OM0, donc HEZ. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va faire la projection. C'est ça qui est intéressant avec cette méthode, c'est que du coup, ça évite de recropier à chaque fois deux lignes, pour à la fin tout projeter. Donc ça permet vraiment de gagner du temps, et même en plus, ça prouve quelque chose de très important. Ça prouve aussi que le mouvement est plan. Parce que si vous faites l'intégration en projetant sur les coordonnées, vous faites directement l'hypothèse que le mouvement est plan. Là, on le prouve parce que OM, il dépend que de G et V0 et EZ. Mais du coup, G est suivant EZ, donc en fait, OM est dans le plan formé par les vecteurs EZ et V0. Donc on a bien un mouvement plan. C'est une justification importante et c'est ça qui est intéressant avec cette utilisation de l'intégration vectorielle ici. Maintenant, étant donné qu'on veut retrouver l'équation d'un cercle, il nous faut x et z, donc on va projeter suivant x et z. Cette relation-là. Quand on projette suivant x, ça c'est suivant z, ça c'est suivant z, donc il nous reste juste la projection de V0 sur l'axe x. Et donc là, on a un triangle rectangle, un angle θ, donc c'est l'angle adjacent. Du coup, c'est tout simplement cosinus V0. Donc x, c'est égal à V0 t fois cosinus θ. Et pour z, on a ça qui est suivant moins z, ça qui est suivant plus z. Donc la projection de g suivant z, ça fait moins g, d'ailleurs j'ai oublié t carré ici, t carré sur 2, plus h projeté sur z, ça vaut juste h. Et maintenant la projection de V0 sur z, donc ça va être cette partie-là, donc c'est bien positif, parce que la flèche est suivant z positif. Et ça revient à cette longueur-là. Donc en fait, dans ce triangle rectangle, c'est juste le sinus θ fois V0. On a nos deux équations. Maintenant, on voulait montrer que quelque chose au carré plus quelque chose au carré, ça valait une constante indépendante de θ. Pas du temps, attention, parce que nous, on veut montrer qu'on a un cercle à chaque instant t, donc forcément, le rayon du cercle à chaque instant, il va être différent. Donc t, c'est pas ici notre variable en soi. Du coup, ce qu'on va regarder, c'est essayer de se débarrasser de sinus et cosinus. On se dit, ça tombe bien, parce que si on met ça au carré, plus ça au carré, ça vaut 1. Donc en plus, on aura des trucs au carré. Du coup, on passe la première au carré. On a x carré qui est égal à V0 t, le tout au carré, fois cosinus carré θ. Maintenant, pour passer ça au carré, pour avoir bien quelque chose qui va être le rayon du cercle, pour avoir V0t qui est au carré, qui va être notre rayon du cercle, on sent qu'on va devoir passer ça de l'autre côté et passer ça de l'autre côté. Donc ça nous donne z plus gt carré sur 2 moins h, le tout au carré, qui est égal à V0 t, le tout au carré, fois sinus carré de θ. On somme les deux, cosinus carré plus sinus carré, on peut mettre V0 t, le tout au carré en facteur, et donc avoir bien sinus carré plus cosinus carré qui vaut 1, et finalement on a x carré plus z plus g t carré sur 2 moins h, le tout au carré, qui est égal à V0 t, le tout au carré. On peut analyser cette formule, c'est qu'on a un cercle à chaque instant t, de rayon r égale V0 t, donc V0 vu qu'ici c'est la norme de la vitesse, donc c'est positif, V0t ça va grandir en fonction du temps de manière linéaire, qu'on a bien un rayon qui grandit comme on pourrait s'attendre avec un feu d'artifice. Ensuite, on est en... le centre de ce cercle est toujours en x égale 0, et par contre, l'ordonnée du centre du cercle, elle diminue en fonction du temps parce que on avait dit que c'était z moins zc
ici. Donc ZC, ça vaut H moins G T carré sur 2. Et donc on voit bien que à l'origine, initialement, le cercle va être en H, et petit à petit, il va descendre, ça paraît logique parce qu'on prend en compte la pesanteur, donc tout est en train de tomber. Donc là, n'hésitez pas à mettre une petite phrase sur votre copie pour expliciter cette formule-là. On a un cercle, expliciter le centre du cercle, c'est toujours important quand vous avez une équation de cercle, de dire où est le centre, parce que ça a une importance, et d'expliquer que ça paraît logique qu'on ait un rayon qui grandisse, et le centre du cercle qui descend. Voilà pour ça. Donc je vais recopier l'équation du cercle en haut, comme ça on va la garder, et on va garder aussi l'équation des positions, et on va étudier la deuxième question, voir une méthode pour la résoudre. Pour la deuxième question, on essaie de trouver le rayon maximal de la trace laissée par les étincelles au sol. Donc là, c'est vraiment plus une question facile, enfin la première n'était pas facile non plus. Du coup, je vais essayer de décortiquer le mouvement des particules pour qu'on puisse comprendre exactement ce qu'on va chercher et essayer de le traduire mathématiquement pour pouvoir trouver une expression mathématique. Donc, il y a une première partie où le cercle fait par les étincelles, il n'a pas encore touché le sol. Donc on n'a aucun rayon au sol. Après, il y a une première partie où on commence à toucher. Et donc là, forcément, on commence à toucher. Donc le premier cercle qui va toucher, ça va être celui-là. Et forcément, plus le temps passe dans cette partie-là, plus la position du cercle descend, plus le centre du cercle descend, et le rayon augmente. Donc là, on va avoir une phase où la trace au sol, donc ce X-là, va augmenter. Mais vu qu'on a une décroissance plus rapide que le rayon, et en plus à la toute fin, on ne croit plus, on va avoir un moment où on arrive en fait au milieu du rayon. Là, le problème c'est que le cercle va s'enfoncer plus vite, parce qu'on a un terme au carré, que le rayon va augmenter. Donc après, on va y avoir une phase de décroissance de cette longueur-là, de ce rayon du cercle va décroître. Du coup, la trace au sol, c'est pas ce qu'on a au début ni à la fin, c'est un truc au milieu qui est maximum. Donc en fait, c'est ça qu'on va chercher. On peut se dire, on va chercher le x tel que z égale 0, et on cherche le maximum de cette fonction-là. Donc on peut regarder quand la dérivée s'annule, d de x par rapport au temps en z égale 0, ça va nous donner un temps, et après on réévaluera ce temps-là dans une expression où il n'y a que x pour avoir ce qu'on veut. Donc par exemple, ici, si on trouve le temps maximal, on aura z égale 0, on pourra remplacer le temps maximal qu'on a trouvé dans notre dérivée par ça et retrouver x. Une autre manière de voir, mais on ne va pas du tout la faire parce qu'elle est extrêmement calculatoire, et en fait ça serait la première intuition que vous pouvez avoir sur cet exo, ça serait plus cette manière-là de voir. Elle est bien, c'est bien d'y penser, mais c'est tellement calculatoire que ça sert à rien de le faire. Je vais essayer de l'expliquer un peu plus en détail. L'idée, c'est de comparer au lancer d'une trajectoire en z égale 0 et x égale 0. On avait vu dans ce cas-là qu'on a l'équation d'une parabole. Donc là, ça va être la même chose. La trajectoire va être parabolique parce qu'il suffit de remplacer le t ici par x sur v0 cos θ. On aura x carré et x. Donc on aura bien une parabole. Et il y a une partie de l'exo qui consiste à trouver la longueur maximale de trajectoire. Pour quel angle ça va être la longueur maximale. Et donc dans le cas quand on est en z0, x0, cet angle pour que la trajectoire soit maximale, c'est pi sur 4. Sauf que dans notre cas, on a un terme correctif h. Et en fait, l'angle va pas être pi sur 4, ça va être une fraction de ça qui va dépendre de h, donc c'est hyper galère en fait de le retrouver totalement. Pourquoi ? Tout simplement parce que en fait on va voir que plus la hauteur h est longue, plus ça va être intéressant de tirer à la perpendiculaire parce qu'on va plus loin en fait. Et vu qu'à la fin c'est juste une chute, plus h est grande, plus on va passer de pi sur 4 à un angle de 0 radian. C'est ce terme de correction qui fait que cette approche-là va être beaucoup trop dure à faire. Parce que ce qu'on pourrait se dire, c'est du coup, on exprime z en fonction de x. On regarde quand z en fonction de x, c'est égal à 0. Et du coup, cette équation en 0, ça va nous donner la longueur de la trajectoire en juste résolvant un polynôme du second degré. Et après, en dérivant par rapport à θ, on peut trouver pour quel angle θ, on va avoir un truc maximal. On peut réinjecter θ dans x et retrouver ensuite le temps pour lequel z est égal à 0, mais du coup c'est très compliqué, il y a beaucoup d'étapes et c'est très calculatoire, donc on va pas s'en sortir avec cette méthode-là. L'autre méthode va être plus simple à voir. Donc on a dit que, du coup on regarde quand z égale 0, donc à partir de cette équation-là, on va prendre z égale 0, donc notre x carré, la longueur de la trajectoire
au niveau du sol, donc x rayon, je vais dire, pour le rayon à l'instant t, ça va être égal à 0 plus gt carré sur 2 moins h, qui est égal à v0 sur t au carré. Maintenant, on veut regarder le tm, on cherche tm tel que la dérivée de xr par rapport au temps, c'est égal à 0. Donc pour ça, en fait, on peut directement dériver cette équation par rapport au temps, parce que la dérivée par rapport au temps de xr carré, c'est égal à, en fait, on dérive un produit, donc on va avoir 2xr dérivée de xr par rapport au temps. Et vu que ça va être égal à 0 dans notre cas, on peut tout dériver par rapport au temps et on obtiendra bien le moment où la dérivée par rapport au temps est maximale. Et donc on obtient bien le temps pour lequel la dérivée est maximale. Et ce terme-là ne va pas être nul, donc c'est pas lui qui va nous imposer la nullité, parce que tout simplement on veut une longueur de trajectoire à la fin. Donc c'est parti, on peut dériver ça par rapport au temps. Donc on a la dérivée de x carré de r par rapport au temps, qui va être égale à la dérivée par rapport au temps de v0 carré t carré moins, donc ça c'était au carré, j'avais oublié le carré ici, moins gt carré sur 2 moins h, le tout au carré. Quand on dérive ça, ici on obtient 2v0 carré t. Là, quand on dérive ça par rapport au temps, donc on l'a dérivé une composée, on va d'abord passer le 2 devant, donc moins 2, et on a à l'intérieur, l'exposant passe devant, baisse de 1, donc ça va être un 1 ici, gt carré sur 2 moins h, mais il ne faut pas oublier de multiplier par la dérivée de l'intérieur, donc la dérivée de l'intérieur, je vais faire une étape de calcul en plus pour que ça soit bien clair, la dérivée de gt carré sur 2 moins h. Ok, donc ça on avait dit que ça valait 0. Du coup, ça va nous donner 0 qui est égal à 2v0 carré t, m, du coup c'est notre temps maximal cette fois, donc là je peux remplacer par tm partout, tm, tm, tm. Ensuite il nous restait la dérivée par rapport au temps de ça, donc bon je l'ai évalué en tm, j'ai pas fini ma dérivée mais c'est pas grave. Moins 2 g tm carré sur 2 moins h fois donc la dérivée de, ça c'est une constante, ça va faire 0, la dérivée de ça, c'est la dérivée encore d'une composée, on a le 2 qui passe devant et l'exposant qui baisse devant, donc fois g tm sur 2 fois 2. Là, on va avoir des 2 qui se simplifient, il y a ces deux là qui se simplifient ici, et il y a aussi ces deux là, parce que là on a 0, on peut tout diviser par 2 partout. Ensuite, on a aussi un tm en facteur, donc vu qu'on veut un temps qui soit positif, parce que on a vu qu'initialement, on n'a aucun rayon au sol, et nous on veut un temps pour lequel il y a un rayon au sol, donc forcément le temps est supérieur à 0, donc on peut simplifier par le temps aussi, par le tm qui est en facteur des deux. Donc ça nous donne à la fin v0 carré moins g facteur de gtm carré sur 2 moins h. Donc là, une astuce, c'est qu'on va retrouver tm carré et pouvoir le réinjecter directement dans cette formule-là pour trouver le x tel qu'on a le maximum. C'est parti, il nous faut exprimer tm. On va passer ça de l'autre côté, on va diviser par g, on va avoir g tm carré sur 2 moins h qui est égal à v0 carré sur g. Ensuite, on passe le h de l'autre côté et on va diviser par 2 sur g. Donc c'est équivalent à tm carré qui est égal à 2 sur g facteur de v0 carré sur g plus h. Et voilà, on a notre tm carré qu'on va réinjecter dans cette équation-là pour avoir finalement notre xm final, donc la longueur, le rayon du cercle au sol. Et donc ça va nous donner, donc là nous on a z qui vaut 0 ici quand on regarde la position au sol, donc on a x carré plus, donc là notre x carré c'est le rayon maximal, donc je vais l'appeler r carré, et on a 0 plus g tm carré sur 2 moins h qui est égal à v0 carré tm carré. Hop, ça on peut effacer.
Je recopie notre TM carré. 2 sur G, facteur de V0 carré sur G plus H. On remplace tout ça là-dedans, on remplace les TM, on va passer ça de l'autre côté. Donc on va avoir R carré, le rayon maximal, RM carré, on peut l'appeler RM plutôt, qui va être égal à V0 carré. V0 carré, facteur de 2 sur G, V0 carré sur G plus H. Là j'ai oublié encore le carré ici. Et donc moins tout ce terme-là, donc G sur 2, facteur de 2G, V0 carré sur G plus H. Et tout ça, facteur de ça, moins H, le tout au carré. On peut simplifier un peu tout ça. On va avoir donc un terme en 2 V0 puissance 4 sur G carré plus V0 carré 2 V0 carré H sur G et moins, donc ici G sur 2, ça va simplifier très bien, c'est super, on est content. Et il va nous rester H moins H qui va simplifier aussi. Et donc il nous reste V0 carré sur G, le tout au carré, donc moins V0 puissance 4 sur G carré. Là, on va avoir ce terme-là qui va simplifier avec un de ce terme-là. Donc on a le 2 qui simplifie avec ça, et il va nous rester tout ça. Là, on va pouvoir essayer de mettre sous une forme un peu plus simple. Donc RM carré, c'est égal à... On va mettre par exemple V0 puissance 4G carré en facteur de tout pour avoir une racine avec 100 dimensions. Donc V0 puissance 4 sur G carré, facteur de 1 plus 2GH, le tout sur V0 carré. Donc ça, quand on multiplie par V0 puissance 4, on obtient bien V0 carré. Quand on multiplie par G carré, on obtient bien un G en bas, parce qu'il y a un G qui simplifie. Donc on est bon. Et donc le rayon final des particules au sol, ça devient RM qui est égal à, on passe tout au carré et on garde que la longueur positive, parce qu'on veut un rayon positif. Donc on a V0 sur 2 sur G, facteur de racine de 1 plus 2GH sur V0 carré. Et voilà. Donc maintenant, si on veut, on peut vérifier que l'angle est bien galère à calculer. En fait, on a trouvé TM, on a trouvé RM, donc il suffit de réinjecter là-dedans pour pouvoir retrouver l'angle, et vous verrez que l'angle est assez moche et qu'il n'y a pas d'expression simple de cet angle-là. La vidéo touche à sa fin, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé, à liker et à commenter si vous voulez d'autres sujets de vidéo. Et à la prochaine!